soir pendant 3 jours successifs, hein, au 1er et au 15 du mois, par exemple. Alors, parfois, il faudrait absolument éviter de prendre attention chez certaines personnes, par exemple, qui sont un peu névrosées et qui vont prendre attention 100 000 fois par jour et qui vont devenir malades, vous rendre malade, parce que chaque quart d'heure, ils vous appellent, vous envoient un message maintenant en WhatsApp, ce qui est absolument donc c'est absolument, il faut éviter ça, il faudrait vraiment expliquer à la personne, parfois, et certains malades chez qui j'interdis la pression, prendre attention en temps dur, parce que c'est une source d'anxiété. Voilà, 3 fois le matin, 3 fois le soir, 3 jours successifs, le 1er et le 15 jour du mois. Où on a bien sûr le holter tensionnel qui permet la pression, de prendre la pression sur 24 heures. Alors les recommandations françaises sont simples, je vous invite à les lire, ils sont l'avantage est pragmatique, elles sont faites en 2 pages, simples à lire. Il y a donc des recommandations avant de commencer le traitement, des recommandations comme plan initial et des recommandations comme plan de soins à long terme. Et les Français ont bien fait ces recommandations parce qu'ils insistent sur 3 temps. Le temps, bien sûr, de faire le diagnostic, le temps de l'initiation et le temps du maintien. Donc, ils insistent sur le fait d'abord qu'il faut confirmer le diagnostic avec des mesures tensionnelles en dehors du cabinet médical, ce qui est intéressant. Deuxièmement, mettre en place les règles d'hygiène qui sont extrêmement importantes. Arrêter de fumer, marcher, consommer moins de sel, réduire le poids. Et bien sûr, organiser une consultation d'information du patient, parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est d'informer les gens, parce que le plus souvent, on a tous des problèmes où les patients, les gens, une fois l'attention contrôlée, arrêtent le traitement. On a des personnes qui vont développer des effets secondaires, on a des patients qui vont changer de traitement. Bref, donc tout ça, ça entre dans le cadre de l'information. Deuxièmement, le plan de soins initial. Alors, l'objectif principal étant de contrôler les patients au bout de 6 mois. Je voudrais bien expliquer aux patients que c'est au bout de 6 mois qu'il faut contrôler la tension artérielle. Alors, on a 5 classes thérapeutiques que vous connaissez tous, les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les IEC, les ARA2 et les bêta-bloquants. Le choix va être individualisé en fonction, bien sûr, du terrain. C'est du tailoring, c'est-à-dire c'est une individualisation du traitement. Quand on a des patients qui ont des hypertensions un peu élevées, plus de 160, 110, on peut commencer par une bithérapie d'emblée. Et puis une notion importante qui fait partie des recommandations, c'est la tolérance. Il faudrait absolument qu'il y ait 2 dans le médicament. Il faut que ça soit efficace et bien toléré. Bien entendu, efficient. Il faut que ça sert à quelque chose, c'est-à-dire on le prend sans rien sentir. Et puis un plan de suivi au long terme, c'est que l'HTA sera contrôlé au bout de 6 mois. Si la personne n'est pas contrôlée au bout de 3 à 6 mois, on peut passer la main à un spécialiste. Il faut dépister les patients qui vont avoir une mauvaise observance thérapeutique, ça c'est problématique. On va favoriser l'automesure de pression artérielle, bien sûr, bien guidée. Alors après 80 ans, en général, il ne faut pas dépasser 3 antihypertenseurs, il faut être dans un objectif de 150-80 mm de mercure. Et puis après les complications cardiovasculaires, il faudrait ajuster le traitement quand une personne a fait un AIT, un accident vasculaire, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. Donc les recommandations insistent là-dessus. Et donc ce sont 3 temps. Le temps de l'annonce, bien prendre que la personne est hypertendue, bien diagnostiquée. Le temps du contrôle, que la personne soit contrôlée, ça prend 6 mois. Et après 12 mois, le temps de la persistance, où la personne va être bien contrôlée sur... Alors donc, voici les rubriques, et je vous invite à lire les recommandations bien faites. Alors, l'objectif simple, la pression systolique doit être moins 140 mm de mercure, entre 139 et 130 pour la pression systolique, et moins de 90 mm de mercure. L'idéal, c'est entre 80 et 89 mm de mercure. Alors, les choses vont changer parce que vous le savez, il y a des études qui sortent, l'étude Sprint, qui a comparé 2 populations. Quand on baisse la pression de façon moins de 120 mm de mercure, on a plus de bénéfices, en particulier sur les accidents vasculaires cérébraux. Mais bien entendu, c'est des choses qui méritent encore d'être vues et revues. Alors, il faudrait faire une liste des facteurs de risque cardiovasculaire. On l'a vu au départ de cette présentation, ne pas oublier les facteurs de risque majeurs, le tabac, la dyslipidémie, le cholestérol, l'intolérance au glucose, l'obésité et l'obésité abdominale, et l'histoire familiale de maladies cardiovasculaires, et bien sûr de faire un score de risque cardiovasculaire. En général, en pratique, je ne le fais pas, je fais à la main comme ça, mais bon, il y a des gens qui sont adeptes de ça. Mais en général, bien sûr, quand on a un hypertendu, diabétique qui fume, qui a eu un père qui est mort à 40 ans, c'est bien entendu quelqu'un à haut risque cardiovasculaire. Alors,
Il faut bien sûr dépister si une atteinte des organes cibles, cœur, cerveau et rein. On peut dépister de façon précoce une athérosclérose précoce. On peut dépister précocement une atteinte rénale par microalbuminurie. On peut dépister une hypertrophie ventriculaire gauche. On peut dépister une athérosclérose précoce par le Doppler des carotides. Donc on a plusieurs techniques, bien sûr, qui vont nous permettre, bien sûr, de mieux protéger ces organes. Et bien entendu, le diabète aujourd'hui. Alors le diabète, je vous signale que le diabète type 2 est une maladie à risque cardiovasculaire. Je pense que, vous savez, il y a 20 ans, Hafner a dit que quand on est diabétique type 2, c'est comme si on a fait un infarctus. Après les études, on dit que c'est surestimé. Le diabétique type 2, certainement, est à risque cardiovasculaire élevé. Mais il y a moins de risques que quelqu'un qui a fait un infarctus du myocarde. Donc si j'ai un classement à faire, le mauvais du classement, c'est le diabétique qui a fait un infarctus du myocarde, suivi par celui qui a fait un infarctus. Et en troisième lieu, c'est le diabétique. Donc voilà, celui qui est diabétique qui a fait un infarctus, c'est vraiment, c'est là où il faut absolument avoir des traitements renforcés et baisser le risque cardiovasculaire de façon importante. Alors du point de vue traitement, comment on va le faire? Alors on peut choisir une monothérapie, soit une bithérapie à faible dose, quand on a des tensions d'emblée élevées, plus de 160, 110, et on va avancer du pas à pas. Au bout de chaque 3 semaines, on peut passer, soit switcher le traitement, quand on a à l'échelle d'une monothérapie, soit passer à une bithérapie. Et à ce moment-là, on va commencer progressivement jusqu'à aboutir à un traitement à pleine dose. Je vous signale que pour passer d'une étape à une autre, il faut en moyenne 3 à 4 semaines pour voir est-ce qu'une thérapeutique marche ou pas. Alors, en termes d'associations thérapeutiques, les associations qui marchent le mieux, les plus synergiques, association IEC plus diurétique, IEC plus inhibiteur calcique, diurétique plus ARA2. Alors, les associations qu'il faut absolument éviter, c'est associer un IEC plus un ARA2. Les études l'ont montré. Donc, bien sûr, ça augmente le risque d'insuffisance rénale, le risque de syncope, de chute de tension. Pas d'association IEC plus ARA2, c'est contre-indiqué. Lorsque vous donnez à quelqu'un un ARA2, un IEC, il faudrait absolument l'éduquer, surtout lorsqu'il est déshydraté, lorsqu'il vomit, lorsqu'il est en période de diarrhée. Soit il peut arrêter momentanément pendant 2-3 jours, parce qu'on peut voir des personnes qui prennent un IEC ou un ARA2, qui sont en vomissement, en diarrhée, et qui ne boivent pas très bien, et qui vont grimper leur créatinémie. On en voit quelques-uns qui partent là-bas, qui se déshydratent, qui vont flamber leur créatinémie. Donc il faut vraiment éduquer les personnes de bien s'hydrater et de faire attention en période de déshydratation qu'on prend un IEC ou un ARA2. Alors en général, le nombre d'antihypertenseurs, en général, on a besoin de plus de 2 voire 3 antihypertenseurs pour équilibrer les personnes. Donc il y a une certaine peur des médecins face aux médicaments. Il ne faut pas avoir peur. Quand on donne un médicament, il faut donner la pleine dose, et bien sûr, monothérapie, bithérapie, trithérapie, jusqu'à obtenir l'objectif thérapeutique, moins 140, moins 90 mm de mercure. Les études l'ont montré, c'est avec cette baisse tensionnelle qu'on a la meilleure protection cardiovasculaire. Moins 140, 90, l'objectif est clair. Personne âgée, 150, 80. Quand je dis personne âgée, c'est 80 ans, bien entendu. Alors les Anglais ont ça c'est les recommandations anglaises, on a vu les recommandations françaises, européennes, les recommandations anglaises sont simples, c'est pragmatique, c'est thatcherien, c'est carré. Non. Alors quand on a moins de 55 ans, alors on prend un IEC ou un inhibiteur d'enzyme de conversion, un IEC ou un ARA2, c'est A. Quand on a plus de 55 ans, on prend un diurétique. Un inhibiteur calcique, C. Alors, quand ça ne marche pas, on associe l'IEC ou l'ARA2 plus l'inhibiteur calcique. Et quand ça ne marche pas, en troisième intention, on passe au diurétique. Donc, première intention, moins de 55 ans, IEC ou ARA2. Parce qu'on estime, pour les Anglais, qu'on stimule trop le système rénino-angiotensine avant 55 ans. Donc, IEC ou ARA2. Plus de 55 ans, inhibiteur calcique. Quand ça ne marche pas, c'est l'association des deux. Quand ça ne marche pas, on ajoute le diurétique. Et vous voyez bien que les bêta-bloquants, c'est des traitements qu'on relègue en 4e position, parce que les études montrent aujourd'hui que les bêta-bloquants n'ont pas assez de puissance pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Alors, dernière recommandation, ce sont les recommandations américaines GC8 qui sont sorties l'année dernière.
Alors, ils sont je dirais, un peu moins, un peu plus flasques, si on peut dire. Surtout par rapport aux gens qui ont plus de 60 ans. Alors, ils disent quand on a plus de 60 ans, on peut atteindre un objectif moins 150, 90 mm de mercure. Sur la population générale, moins 140, 90 mm de mercure. Chez les hypertendus diabétiques, moins 140, 90 comme objectif. Chez les personnes qui sont en insuffisance rénale, moins 140, 90 mm de mercure. Chez les personnes de la population générale, moins 140, 90 mm de mercure. Voici les dernières recommandations du GNC 8. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Sur la population générale, diurétique thiazidique, inhibiteur calcique, IEC ou ARA2. Chez les populations de race noire, qui sont plutôt arénie basse, les afro-américains, voilà. Donc inhibiteur calcique ou diurétique thiazidique. Les diabétiques, 4, diurétique thiazidique, inhibiteur calcique, IEC ou ARA2. Mais en général, la préférence va au IEC ou ARA2. Et en cas d'insuffisance rénale, IEC ou ARA2. Alors j'ouvre une parenthèse, parce que les insuffisants rénaux et les diabétiques doivent avoir des IEC ou des ARA2. C'est ce qui permet de ralentir leur progression, bien sûr. Il faudrait absolument les prescrire, parce que j'écoute encore quelques personnes qui disent « Attention, docteur, donner un IEC, ça va aggraver votre créatinémie. » Alors, le message qu'il faut dire aux personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui lisent, bien sûr, qui vont sur Internet, « Écoutez, monsieur, je vais vous donner un IEC en ARA2, ça va élever la créatinine un petit peu, c'est-à-dire c'est dans l'ordre de moins de 25% au grand maximum. Ça va élever à court terme la créatinine, mais ça va protéger vos reins à long terme. Voilà. Donc c'est-à-dire on peut accepter une petite élévation de créatinémie dans les 2-3 semaines, bien sûr il faut vérifier la créatinine, mais bien sûr ça va protéger le rein au long cours. Toutes les études le montrent, que ce soit avec losartan, irbesartan ou valsartan, c'est ça ce qui protège le rein au long cours, et ce qui va réduire la microalbuminurie, la protéinurie, et qui va protéger le rein. Donc ne privez pas vos patients d'IEC, mais bien sûr il faudrait bien leur préciser et les éduquer dans ce sens-là. Alors, quels sont bien sûr les objectifs thérapeutiques? Voici toutes les recommandations qu'on a. Alors, population générale, on a en général moins 140-90. Les diabétiques au centre, moins 140-90. Les insuffisants rénaux, c'est qu'il est donc moins 140-90. Et si on a de la protéinurie, bien entendu, on peut chercher moins 130, 80 mm de mercure. On peut être un peu plus exigeant chez les protéinuries, justement pour éviter l'aggravation de la fonction rénale. Alors, c'est pourquoi j'ai mis cette diapositive extrêmement chargée. C'est pour vous dire que la recherche continue et que pendant ce temps où je vous parle, il y a de nouveaux antihypertenseurs qui sont en cours de progrès, en cours de développement. À gauche, vous avez les voies classiques du système rénogénésien. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? IEC, ARA2, anti-aldostéronien, inhibiteur calcique. Et on a toutes les voies qui sont en train aujourd'hui d'être développées, les neuropeptidases, les vasopeptidases, on développe des vaccins contre l'angiotensine 2, on a des produits qui vont être agonistes de nouveaux récepteurs AT2. Donc on a un grand développement de nouvelles molécules qui vont voir le jour dans les années à venir. On a de nouveaux produits qui se développent, des inhibiteurs de la léprésiline, des peptides vasopeptidases, des produits vasodilatateurs qui se développent, des inhibiteurs de la léprésiline, des associations qui vont certainement parfaire et nous permettre de mieux protéger les organes civils. Et aussi, il y a des devices, on traite de plus en plus des personnes avec des devices. Par exemple, on va attaquer de plus en plus tout ce qui est baroréflexe de l'hypertension artérielle. Par exemple, on va stimuler le système vague par une sorte de pile, on va faire la dénervation rénale et on va faire une sympatholyse rénale, on va faire une ablation du système sympathique rénal. On peut aussi faire des anastomoses artério-veineuses. On va stimuler les carotides, plus stimuler le baroréflexe bradycardien vasodilateur. Donc il y a des choses qui sont en cours de développement, mais n'oubliez pas que l'essentiel aujourd'hui, c'est bien contrôler le patient, parce que quand on contrôle nos hypertendus, c'est du gain sur le risque d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus et d'insuffisance rénale. Et bien sûr, le but de notre traitement est de protéger nos patients. Donc, bien entendu, j'enchaîne, n'est-ce pas, avec la deuxième présentation. Alors, la deuxième présentation, donc, puisqu'on est dans un vrai marathon aujourd'hui, donc
Alors,